à tous. Désolée pour ces quelques minutes de retard. Donc en fait, là aujourd'hui, ce qu'on souhaitait aborder avec vous, c'était de voir un petit peu quel avait été l'impact de la pandémie au niveau de la formation en France à travers 3 études qui vont nous être présentées par les experts qui sont réunis aujourd'hui. Donc Mathilde Distin, d'ISTF, Adeline Virlogeux-Reichenbach de ENI, Adilson Borges de Carrefour et puis Clément Mélin d'Edflex. Donc le format, on a réfléchi un petit peu au format qu'on pouvait vous proposer. L'idée, c'était d'avoir un vrai temps de présentation, parce que si vous êtes aussi au salon aujourd'hui, c'est pour recueillir des données, des études, et puis pouvoir vous alimenter et vous inspirer dans vos pratiques professionnelles. Donc il y aura un temps de 10 à 12 minutes donné à chacun. Et ensuite, Adilson et moi-même, qui sommes plutôt sur la partie, on va dire, conseil ou expertise, on pourra aussi vous partager nos retours d'expérience et ce qu'on a pu nous-mêmes constater ou rebondir sur les données qui ont été aussi qui seront présentées tout à l'heure. Donc là, comme le temps est compté et qu'on est en fin de journée, je vais passer tout de suite la parole à Mathilde, qui va donc vous exposer les résultats du baromètre d'ISTF. Du coup, je vais me lever si ça ne dérange pas. Je trouve ça plus sympa pour présenter les chiffres. Alors, j'ai essayé effectivement de me concentrer sur cette thématique de l'impact de la pandémie. L'ISTF, du coup, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est un organisme de formation. Notre rôle, c'est de professionnaliser les acteurs de la formation comme vous. Formateurs, ingénieurs pédagogiques, responsables formation. Ça passe notamment par de la formation, mais pas que. Et donc, par le biais de notre expertise et des personnes à qui on s'adresse, etc., on fait un certain nombre d'enquêtes, d'études, de sondages et de baromètres dans l'année. Donc, je vais vous présenter du coup des chiffres de plusieurs baromètres, j'ai carrément mixé les infos, pour essayer de vous apporter de l'info de qualité vu la thématique. Il y a peut-être une petite télécommande que je puisse... Ouais, comme tu veux. Donc, je vais vous présenter 4 chiffres, je vais même un peu tricher, mais 4 grands chiffres. Un premier sur le sprint des organismes de formation, un second sur les outils utilisés par les structures aujourd'hui qui digitalisent leur formation, un troisième sur l'ambition des acteurs de la formation, et puis un dernier sur l'impact des compétences en digital learning sur le marché d'aujourd'hui tel qu'il est aujourd'hui, lié à toutes ces évolutions des deux dernières années, liées à la crise sanitaire notamment. Alors, on va commencer par, du coup, le sprint des organismes de formation. Et là, je vais me servir de, non pas une, mais 2 enquêtes, baromètres annuels, qu'on appelle les chiffres clés du digital learning, que l'ISTF crée chaque année. Donc, l'étude de cette année et l'étude de l'année précédente pour faire une petite comparaison. Et je vais me servir d'un chiffre qu'on n'exploite pas beaucoup quand on restitue ces chiffres du baromètre annuel, c'est le panel. Donc pour le coup, au niveau du panel de répondants, ce que je voulais vous signifier aujourd'hui et insister, c'est ce sprint des prestataires formation. En 2021, on avait dans nos répondants 55% d'entreprises privées. Et le reste, du coup, 25 plus 8, 33%, des prestataires formation, si on additionne organismes de formation et indépendants. Cette part, elle est grimpée à 48% du coup cette année. Il y a quand même une grosse progression qui montre que les organismes de formation, les indépendants, en tout cas les prestataires formation, montrent de plus en plus d'intérêt et utilisent de plus en plus le digital learning. C'est ce qu'on vient mesurer avec ces baromètres. Voilà pour ce premier chiffre. Le second, du coup, on va se concentrer sur les outils qu'utilisent les structures aujourd'hui pour digitaliser la formation. Et là, je vais m'appuyer sur le baromètre de cette année pour un petit peu vous parler justement de ces outils, avec une question très simple. Quelle est la typologie d'outils que vous utilisez? Le premier étant pour créer vos ressources de formation. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une répartition presque 50-50 entre des outils dédiés au digital learning et des outils génériques, type PowerPoint, Genially, etc., qui ne sont pas spécialement conçus pour faire des modules de formation.
Donc ça, c'est plutôt intéressant. On verra l'année prochaine où on en sera. Ça, c'est une question qu'on a posée pour la première fois l'année, du coup, en fin d'année 2021 pour le baromètre sorti début 2022. Et on pourra voir, du coup, l'évolution. Ça, concrètement, je pense qu'on va le voir avec la slide d'après sur les outils pour diffuser. On a également cette répartition presque égalitaire. Donc, pour créer, c'était presque 50-50. Là, pour diffuser, c'est presque un tiers, un tiers, un tiers entre les outils payants type LMS, LXP, etc., les outils du même style mais gratuits et les outils génériques encore une fois. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il n'y a pas un outil, une typologie d'outils qui est mieux qu'un autre. En revanche, il y a aussi cette démocratisation du digital learning, quels que soient les outils qu'on utilise. Et souvent, ce qu'on a tendance à dire, et ce que moi j'utilise, c'est l'escalier du digital learning. L'image qu'il faut garder en tête, c'est que vous êtes pas obligé de commencer par le haut de l'escalier parce que vous pouvez rapidement vous casser la figure. En revanche, pour efficacement monter votre escalier et arriver sur cette marche d'outils dédiés éventuellement, commencer, vous pouvez en tout cas par des outils simples qui font partie de votre quotidien et ce qui peut consister à engager davantage vos équipes qui peuvent ne pas être à l'aise avec des outils dédiés. Ça peut être le cas. Ce n'est pas forcément le cas parce qu'il y a des outils qui peuvent être simples aussi à prendre en main. Troisième chiffre, du coup, c'est sur l'ambition des acteurs de la formation. Aujourd'hui, presque au moment où on se parle, parce que vous allez le voir, l'enquête ne date pas d'aujourd'hui, mais en tout cas, on peut se poser la question de l'impact qu'a eu la crise sanitaire sur les pratiques. Alors, on en a tous entendu parler un nombre de fois incalculable, donc on va le voir, du coup, quels sont ces usages aujourd'hui et ce qu'on va en retirer. On a posé une question très simple en août 2021, donc ça remonte à peu près 6 mois, un peu plus de 6 mois, à un panel d'environ 300 structures. Donc c'est un mémo, je change de baromètre. Et cette question, c'était qu'allez-vous changer dans votre offre de formation? Et on a ce constat-là. Donc on a une majorité écrasante de structures qui veulent garder, qui veulent capitaliser ce qu'ils ont mis en place pendant la crise sanitaire. Ne pas revenir en arrière et poursuivre leur transformation digitale maintenant qu'on peut le dire en partie, la crise sanitaire est derrière nous. En partie. Alors, je veux juste, excuse-moi, un petit chiffre. J'aime bien aussi parler des bas de classement. Ici, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, je ne sais pas s'il y en a. On a 1% des répondants qui nous disent on a beaucoup souffert et on veut tout arrêter de ce qu'on a fait en distanciel, peu importe si on était avancé, pas avancé, on veut stopper, on en a marre, on a trop souffert. Donc c'est quand même intéressant de se le dire parce que ça fait partie des constats qu'on peut attendre, mais malgré tout, dans les stratégies, c'est très infime. Alors, autre chiffre également, toujours sur ce mémo qui était vraiment axé sur l'impact de la pandémie dans les pratiques de formation, c'est qu'allez-vous changer dans votre offre? Et là, pareil, on a une écrasante majorité de « je veux garder du digital ». Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que 77% veut garder une partie significative de distanciel dans son offre, c'est-à-dire je veux pouvoir mixer ce que je faisais, ce qui faisait mon ADN hier, le présentiel, et ce que j'ai réussi à mettre en place. Et je veux pouvoir accélérer ce qu'on appelle le digital learning ou le blended learning. On a 6% qui veulent rester majoritairement sur une offre de formation distancielle. Ça peut s'entendre, c'est pas beaucoup, il y en a quand même. Et puis 17% qui veulent revenir à la même situation. Donc 17% qui nous disent quand même, peu importe ce que j'ai fait, moi je veux revenir à ce que je faisais avant. Ça me plaît plus. Voilà. Alors, dernier chiffre du coup, l'impact des compétences en digital learning. Donc là, prendre un petit peu de hauteur et se projeter sur le demain. Et je voulais vous parler d'une enquête, du coup, enfin d'un chiffre tiré d'une enquête, une autre, plutôt axée cette fois-ci sur l'employabilité, la cartographie des services formation, comment on organise un service, de qui on a besoin et de quelles compétences on a besoin. Et donc, les deux petits chiffres que j'ai ressortis de cette enquête, c'est que tout d'abord, il y a un impact de 20% sur le niveau de salaire pour les personnes qui ont des compétences en digital learning. Cette enquête date du début d'année 2022. Donc pour le coup, c'est la plus récente de toutes celles dont je vous ai parlé aujourd'hui. C'est quand même assez dingue de voir que pour des acteurs de la formation, formateurs, chefs de projet, managers, etc., ceux qui ont aujourd'hui des compétences en digital learning voient, alors c'est pas tous, mais c'est une moyenne, un impact de 20% de plus sur leur salaire. Quand même, grosse carte d'employabilité.
Et autre chiffre, c'est qu'on a posé la question à nos certifiés, chefs de projet digital learning, concepteurs de ressources e-learning, sur quel est le délai de retour à l'emploi ou de mobilisation professionnelle, mobilité, pardon, ça y est, l'heure commence à te frapper là, mobilité professionnelle après avoir obtenu une certification de compétences en digital learning. Donc là, je vous parle de certification nationale après un cursus de 4 mois ou 6 mois. Et on est à 3 mois en moyenne pour le retour à l'emploi ou un changement de poste, soit dans la même entreprise, soit dans une autre entreprise. La moyenne nationale, c'est 6 mois, sur tous les métiers confondus. Donc ça montre encore une fois que le digital learning aujourd'hui est un secteur porteur, et je pense que si on avait fait cette enquête en 2019, on aurait eu des chiffres complètement différents, parce qu'on n'était pas sur cette nécessité des structures de digitaliser leur formation. Voilà, ben j'avais fini. Voilà pour la présentation des chiffres. Pardon. Qu'ISTF pouvait apporter justement dans cette lumière de l'impact de la pandémie sur les acteurs de la formation et les offres de la formation. Je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez retrouver les baromètres sur le site ISTF, donc n'hésitez pas si vous voulez des études complètes avec tous les chiffres à chaque fois. Voilà, je laisse la parole du coup et puis on pourra échanger après, c'est ça? Oui, ou si vous voulez rebondir peut-être déjà sur quelques constats, si vous avez constaté des choses peut-être différentes ou au contraire compléter, c'est le moment, parce que je pense qu'après on aura oublié chaque étude, donc je pense que c'est préférable déjà nous, entre nous, de peut-être juste apporter un petit éclairage. Moi je veux bien compléter et un point que je veux renforcer, c'est l'évolution de comment on a perçu la crise dans le monde du learning et dans le monde de la formation. En effet, on en sort quand même grandi. C'est 70 ou 80% qui disent qu'on a évolué. Et on a évolué très vite parce qu'il y a d'autres études qui nous disent qu'on a gagné entre 5 et 10 ans dans l'évolution des pratiques et dans l'évolution aussi des pratiques des DSI. Je pense qu'on est nombreux parfois à avoir des problématiques avec la DSI parce qu'il y avait des sujets. Moi personnellement, de 2016 à 2020, on essayait d'aller proposer du contenu digital dans des grandes entreprises et nous, on est sur de l'open source, donc des vidéos YouTube, des articles, des podcasts. Mais il y a plein d'autres acteurs qui rencontraient des problématiques en disant « mais non, mais c'est pas possible, c'est pas ouvert ». Et avec le Covid, on voit qu'on a passé un cap, puisque aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'aller proposer des solutions. Alors, il y a des contraintes, bien évidemment, mais je pense que c'est le chiffre à retenir, à mon avis, de ton étude qui est très intéressante. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, alors moi, il y a un chiffre qui m'a marqué particulièrement, c'est l'importance du blended learning. Et je pense que un des vrais facteurs de transformation, c'est que depuis très longtemps, même avant le Covid, on essayait de faire en sorte de rentrer le digital à l'intérieur des expériences d'apprentissage en format blended learning. C'était très compliqué. Et moi, j'ai l'habitude de dire que le virus, le Covid, a été le meilleur Chief Digital Officer qu'on n'a jamais eu. Parce que lui, il a réussi à la transformation et que tout le monde s'est mis dans cette technologie, tout le monde s'est mis à vraiment l'utiliser. Et aujourd'hui, moi, je peux témoigner par mon expérience et ce que nous faisons chez Carrefour. Il n'y a pas, au niveau des dirigeants de l'université Carrefour, une seule formation qui ne contienne pas du blended. Il n'y a pas une formation aujourd'hui, on n'en a pas une composante blended. On n'en a pas une seule formation dans laquelle la personne, après avoir vécu l'expérience en présentiel, qui a toute sa valeur, et j'en parlerai tout à l'heure, mais qui n'intègre pas une dimension aussi qui vient dans le digital. Et je crois qu'il a... on en a encore des progrès à faire. On en a beaucoup de choses à améliorer parce que ce n'est pas tout simplement lancer, dire en gros, j'étais eu en présentiel et puis tout d'un coup, débrouille-toi à trouver les contenus online. Donc, blended learning qui a été ressorti dans la présentation et dans l'étude me semble un point très important. Merci. Et moi, ce que je compléterai également, parce qu'on est beaucoup sollicité en ce moment par des entreprises qui ont déjà une certaine maturité digitale, qui ont expérimenté beaucoup de choses pendant le Covid, cette phase un petit peu particulière. Et aujourd'hui, en fait, elles ressentent le besoin de se poser, de faire un état des lieux et d'être accompagnées pour voir un petit peu comment rebondir. Parce que comme le montrait un des graphiques, il y a 1%, voire parfois 17% des gens qui ont envie de revenir à la vie d'avant, en tant que formateurs. En tout cas, certains ont été un peu bousculés.
Et on voit qu'il y a des attentes ou des comportements différents et qu'il y a parfois besoin de redonner une vision commune, de définir dans tout ce qui a pu être expérimenté ce qui mérite d'être prolongé. Et puis peut-être qu'il y a aussi des choses qui ont été tentées et qui finalement sont à mettre au placard. Donc voilà, on sent qu'on est arrivé à une phase où il y a besoin de faire un arrêt sur image et de redéfinir un petit peu sa feuille de route. Je propose qu'on passe la parole à Adeline pour la deuxième étude. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on peut passer. Tu veux que je passe Oui, si tu veux directement. Voilà. Donc simplement, pour vous rappeler qui nous sommes, ENI, nous sommes un groupe expert de la formation informatique depuis 40 ans. Donc c'est vrai qu'on a vu passer plusieurs étapes en matière de formation, en présentiel, en distanciel, en blended. Donc effectivement, c'est une expérience que nous avons pu vivre au travers de nos écoles, de nos centres de formation et de notre maison d'édition que nous représentons ici sur le salon. Donc aujourd'hui, ENI, c'est 300 collaborateurs et des certifications importantes et 15 000 contenus de formation qui sont réalisés en France et qui couvrent à la fois les publics d'informaticiens et d'utilisateurs d'outils numériques. Et ici, effectivement, on voit l'ensemble des contenus qui sont proposés. L'offre que nous proposons est basée sur une démarche pédagogique et vous allez comprendre le lien avec notre étude. Notre démarche pédagogique qui consiste à évaluer les besoins en formation numérique des collaborateurs et on va revenir sur justement la restitution de l'étude que nous avons réalisée autour de notre test numérique. L'étape d'exploration où on voit que les méthodes d'apprentissage ont clairement évolué ces dernières années avec des attentes en termes de micro-learning, d'être capable de trouver une réponse facilement. J'ai un problème, j'ai une réponse au travers de contenus pertinents. Donc le micro-learning reste en tout cas, est devenu incontournable plutôt et s'adapte en fait aux méthodes que nous avons à titre personnel dans notre quotidien. L'étape de former, ou le fait de se former en pratiquant de façon approfondie est une étape incontournable de son apprentissage de façon vraiment efficace, en sachant qu'on s'est rendu compte aussi, on le voit au travers des clients que nous adressons, que ce soit des entreprises, des centres de formation ou des écoles, que les deux approches sont complémentaires. C'est-à-dire que à la fois, les apprenants veulent se former de façon approfondie sur certains sujets pour être opérationnels, gagner en efficacité, en performance, mais aussi veulent pouvoir disposer de contenu pour trouver une solution à l'instant T et pas se lancer dans une formation qui peut être assez longue et effectivement qui mérite une vraie concentration. Donc les deux approches, c'est vraiment l'évolution qu'on constate, sont complètement complémentaires. Et puis dernière étape, il y a la partie certification où on vient corroborer la montée en compétences, officialiser les compétences et aussi, et c'est un élément clé dans notre métier, on va venir engager les apprenants jusqu'au bout. Parce qu'à la clé, ils ont une certification et c'est l'enjeu, je pense, de nous tous dans le digital learning, c'est comment on arrive à engager les apprenants, comment on fait en sorte qu'ils aillent jusqu'au bout de leur formation et que ce soit bénéfique pour eux et qu'ils utilisent pleinement les outils qui sont mis à leur disposition et qu'ils en prennent la mesure. Et donc, l'étape 1 évaluée, donc s'appuie sur le test numérique ENI et nous avons fait une étude auprès de près de 900 répondants. Donc, le test, en fait, il s'agit d'un test adaptatif qui porte sur 2 thématiques, les nouveaux usages du numérique et les applications du poste de travail. Et cette étude a été réalisée, et j'insiste sur ce point et vous allez comprendre pourquoi, a été réalisée auprès de nos prospects et clients volontaire. Et ça, j'insiste sur ce point, c'est-à-dire qu'on part du principe que c'est un public avisé, ce qui n'est pas toujours le cas dans les organisations qui mettent en place ce test. Et donc, on va obtenir de cette étude un score moyen entre 0 et 100. Et pour vous donner pleinement le périmètre de cette étude, donc le test porte sur les 2 thématiques suivantes, c'est-à-dire les applications du poste de travail, donc l'incontournable, le socle de base, on peut dire, sur la bureautique, l'Internet, la sécurité, l'environnement, la gestion de fichiers, et la partie nouveaux usages du numérique,
où là, on va retrouver le travail collaboratif, la veille et réputation, la mobilité, tout ce qui va toucher aussi à la suite bureautique dans le cloud, donc en ligne. Donc tous ces sujets qui sont l'informatique d'aujourd'hui et demain, on peut dire. Et on va en parler justement dans quelques instants. Mais j'ai une question à vous poser. D'après vous, l'étude que nous avons menée, donc nous avons pu obtenir un score moyen sur ces deux thématiques. À votre avis, est-ce que nos 900 répondants ont plus ou moins de 50%? Est-ce qu'ils ont un score supérieur à 50 sur 100 ou inférieur d'après vous? Levez la main si vous pensez que c'est plus que 50. Ouais. D'accord. Eh bien, le score moyen de l'étude montre un score de 55 sur 100, donc un niveau intermédiaire, avec une disparité néanmoins importante entre les applications du poste de travail et les nouveaux usages du numérique. Donc ça, c'est les éléments intéressants que nous avons pu déceler. Et si on rentre dans le détail, on voit effectivement ce résultat détaillé. Donc, en sachant que ce qui est important à prendre en compte, c'est que, encore une fois, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, il s'agit de volontaires. C'est-à-dire que finalement, en entreprise, par rapport aux organisations qui ont mis en place ce test, eh bien, on descend le niveau d'un cran. C'est important de le prendre en compte. Donc, effectivement, on se retrouve plutôt sur un profil majoritairement basique, même post-pandémie, et on va rentrer dans le détail. On a pu également, dans cette étude, détecter des profils, donc du passif au champion. Donc l'intérêt de cette analyse, c'est qu'on va être capable de pouvoir mettre en relation aussi les profils qui ont de très très bonnes dispositions à aller vers le numérique et d'autres qui sont complètement en marge de cela et qui ont besoin particulièrement d'accompagnement. Donc dans notre échantillon, on a effectivement principalement des profils intéressés, voilà. Après des profils également référents qui sont relativement importants et toujours quand même des passifs et des suiveurs, d'où l'intérêt de les identifier pour bien les accompagner et les mettre en relation avec les personnes qui, eux, ont des prédispositions intéressantes. Nous avons également mis en lumière dans cette étude un score sur 100 sur les aptitudes à utiliser les nouvelles technologies. Donc on les découvre ici, en sachant que ce qu'on peut résumer, c'est que sur les outils liés à la mobilité, il y a d'excellentes aptitudes. Pourquoi? Parce que le Covid nous a amené à aller à marche forcée finalement vers les outils liés à la mobilité, sur Teams, etc. Pour autant, il y a clairement du chemin à parcourir pour bien utiliser ces outils, bien utiliser les outils de partage et travailler en mode collaboratif. Exemple concret, on a basculé tous en télétravail du jour au lendemain. On a tous utilisé Teams pour faire du chat, pour faire des visios. Pour autant, est-ce que tous, on sait partager un fichier dans Teams? Est-ce qu'on sait travailler tous en mode collaboratif sur ce fichier via SharePoint? Je vous regarde, en sachant que voilà, on reste majoritairement sur des habitudes où on va envoyer un message par mail, on va partager dans le réseau, on va mettre nos initiales sur le fichier, modif, etc. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Donc on est encore loin de pleinement utiliser ces outils collaboratifs et il y a de la formation effectivement à mettre en œuvre sur ces sujets clairement. On voit ici dans cette autre graphique c'est pas tout à fait dans le... Ça tombe pas complètement bien, mais en tout cas, on voit des prédispositions sur la partie mobilité high-tech et du travail encore à faire sur le travail collaboratif, la suite bureautique et la veille et réputation. C'est un autre schéma qui illustre les propos que je viens de tenir. Point aussi important, c'est que cette étude nous a permis également de mettre en lumière les résultats par profession. Et on va retrouver les ouvriers, les étudiants qui sont en dessous
du score global. Et ça, c'est aussi intéressant comme analyse, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que les étudiants sont ultra connectés, savent bien utiliser tout ce qui est nouvelles technologies, etc. Et finalement, ils sont loin du compte, puisque sachez que cette étude aussi, enfin ce test est basé sur les référentiels européens du DIGCOMP et du SIGREF, et donc sur les pratiques en entreprise en matière de culture digitale. Et on voit que les étudiants ont vraiment du travail à faire, qu'ils ont beau être ultra connectés, pour travailler sur les outils et sur effectivement tout ce qui est attendu dans les entreprises, eh bien, ils doivent encore travailler. On retrouve aussi les employés de la fonction publique, par exemple les employés de commerce administratif qui sont en dessous du score global. Et par contre, effectivement, les professions libérales, agents de maîtrise ou encore les cadres de la fonction publique, les cas d'entreprise et techniciens informaticiens qui sont au-dessus, et c'est plutôt rassurant. Donc en synthèse, vous avez ici un échantillon de public plutôt avisé qui est enclin à porter la transformation digitale avec des axes de progrès sur les nouveaux usages du numérique. Ça, c'est clairement ce qui est ressorti de l'étude et c'est une tendance uniforme suivant les secteurs d'activité et les professions. Voilà. Un grand merci à toutes et tous, et puis on va continuer le débat. Merci. Merci beaucoup, Adeline. Déjà, peut-être entre nous, si vous avez des réactions. On se disait avec Adilson que 59 pour les informaticiens, ça peut faire peur. Oui, ça fait peur. Alors oui, c'est rassurant dans le sens où ils ne sont pas en dessous de la moyenne quand même, mais effectivement, le test... Alors, est-ce que tu as fait le test, Noria ? Oui. Parce que c'est vrai qu'on... Enfin, attention, c'est pas un piège, hein, mais c'est vrai qu'on a tous l'impression d'être plutôt au fait du digital, etc. Mais quand on se teste vraiment, on se rend compte de certaines lacunes, de ses points forts, ça c'est déjà aussi une bonne chose, et aussi de ses points d'amélioration. Et on a tous effectivement des axes d'amélioration à mener en matière de culture digitale, même si nous-mêmes on est dans le digital learning, on est baigné au quotidien, eh bien on est loin d'être au fait et loin d'être pleinement performant sur ces sujets-là. Et les techniciens informaticiens en font effectivement partie. Merci pour cette étude extrêmement riche, extrêmement intéressante. Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé, mais on va garder un peu de temps pour les questions-réponses. J'étais très étonné par le chiffre ce que je vais appeler un peu les résistants au changement, là, parce qu'il y avait des passifs et il y avait des résistants, il y en est à plus de 40%. Donc je crois que c'est quelque chose d'assez important pour nous de bien intégrer dans ces éléments quand on fait de la formation, pour les accompagner, pour peut-être dans un premier temps déminer un peu le terrain quand des sujets sont des sujets autour de digital, autour de numérique, pour pouvoir derrière les accompagner. Oui. Est-ce que ça fait sens ? Oui, mais complètement. Et c'est vrai que dans les entreprises, on le détecte, les entreprises qui font la démarche de faire passer ce test ont de vraies surprises. Et c'est une prise de conscience pour eux et aussi pour les salariés. Ils se disent, bon, après avoir passé le test, bon, ok, là j'ai vraiment du travail à faire. Et puis pour revenir à notre question d'engagement, ça les engage aussi en se disant, bon, voilà, là il faut que j'y aille, quoi. Donc, et j'ai des formations qui me sont proposées et je vais idéalement jusqu'à la certification. Mais c'est un élément déclencheur, une prise de conscience. Et aussi, on s'est rendu compte de ça et je vous le partage, c'est-à-dire qu'en mode télétravail ou en mode hybride, ce type de dispositif, que ce soit celui-ci ou un autre, ça crée aussi de l'émulation, c'est-à-dire qu'on crée du lien entre les gens en se disant, ok, on parle de transformation digitale, ok, mais moi je ne sais pas trop ce que c'est, et il y en a beaucoup dans les entreprises, beaucoup plus qu'on ne le pense, et c'est vrai que le fait d'être accompagné, d'avoir un outil et derrière une mise en place de solutions pour vraiment les tirer vers le haut, c'est rassurant, ça va dans le sens de la transformation de toutes les entreprises. Ce que je trouve intéressant et aussi dans l'étude et le constat que tu fais et l'analyse que tu en fais, c'est de voir ces scores moyens par un peu de typologie persona dans le panel d'apprenants qu'on peut tous avoir en face de nous, et du coup d'adapter la manière dont on va répondre à leurs besoins de formation en fonction de leur niveau. Parce que, alors pour le coup,
je suis très portée sur l'accompagnement des structures qui veulent digitaliser leur formation. Et souvent, on a cette question de oui, mais moi, mon public, il n'est pas capé sur le digital, donc vous me dites de digitaliser mes formations et de faire de l'efficacité, mais en vrai, c'est pas facile parce que ma population, elle a un niveau de compétence juste en utilisation du digital dans sa pratique quotidienne, professionnelle, voire personnelle, qui n'est pas à la hauteur, entre guillemets, de ce que moi je souhaite lui apporter en termes de formation pour la faire monter en compétence sur un autre sujet. Donc ça, c'est hyper intéressant, je trouve, pour se demander, du coup, ok, telle typologie d'apprenant, elle a priori, après on peut faire le test du coup, pour avoir le niveau contextualisé dans sa population d'apprenants. Mais pour le coup, je trouve ça intéressant et se dire, je vais peut-être pas pousser cette modalité, mais plutôt une autre. Je vais insister sur cette modalité et pas celle-ci. Donc, ouais. Et on a un exemple concret pour rejoindre aussi ton domaine de compétences. C'est-à-dire qu'on a accompagné le groupe l'AFPA auprès de leurs 5000 formateurs. Donc, on a des formateurs boulangerie, des formateurs mécaniques, des formateurs en informatique, etc. Et ils ont tous passé le test et voilà, ça a créé une vraie émulation et derrière, il y a eu des réponses adaptées à chacun. C'est-à-dire que les managers ont dit, voilà, moi j'ai mon formateur boulangerie, ma priorité, c'est pas qu'il se forme par exemple sur Excel, mais par contre plus sur d'autres thématiques, sur les réseaux sociaux peut-être ou d'autres sujets. Donc après, effectivement, l'intérêt, c'est la data qu'on va sortir de ce test et l'exploitation qu'on va en faire qui va pouvoir être personnalisée aussi à chaque profession et aux priorités aussi de l'entreprise, parce que l'idée, c'est pas forcément de donner à disposition toutes les formations possibles et imaginables, mais c'est peut-être de cibler et d'y aller par étapes. Moi, je voulais juste faire un tout petit témoignage et puis tourner après à une question. Je voudrais juste dire tout le bien que je pense de cette dynamique un peu finalement d'assesser un peu les gens, de vérifier avec les gens où ils en sont par rapport à cette connaissance du numérique pour ensuite lancer des démarches de formation. Nous avons fait ça en France, en Italie, dans plusieurs pays du groupe et ce qu'on remarque, c'est qu'avant de faire ça, on mettait tout le monde dans la salle et puis finalement on parlait des sujets divers et variés sur les réseaux sociaux, sur l'utilisation de Gmail ou autres. Il y en avait un très fort niveau de disparité, d'hétérogénéité au sein du groupe qui faisait que ceux qui s'y connaissaient déjà étaient là et se disaient bon alors quand est-ce qu'on va commencer à parler des trucs sérieux, quoi, des trucs intéressants, et vice versa. Il y avait des gens qui étaient complètement largués parce que c'était trop élevé. Et je trouve que finalement le fait de donner ces côtés un peu individuels par le biais d'un assessment qui doit être positif évidemment, qui doit être plutôt en forme d'indication pour l'individu, ça fonctionne vraiment très bien. Ça donne envie d'apprendre, ça donne envie de grandir à partir du moment où on met l'accompagnement derrière. Et donc du coup, ma question était, est-ce que cela est quelque chose qui vous remarquez dans toutes les entreprises ou c'est que chez nous, chez Carrefour, qu'on est vraiment très bon? Ce qu'on remarque par rapport au... Enfin, oui. Oui, mais clairement. Et, enfin, Noria, tu me diras, mais nous, en interne, pour l'avoir passé, ça nous donne envie de se former, enfin, clairement. Et ça donne un objectif, une vision de ses points forts, ses points d'amélioration. C'est clairement un déclencheur d'aller se former. Et c'est extrêmement important dans notre métier. Et je voulais juste rebondir par rapport au public, justement, et te dire, est-ce que le numérique peut être accessible à n'importe qui? Avec un exemple, nous, on avait conçu un dispositif en numérique pour de la formation en situation de travail pour les agents de nettoyage. Et j'avais trouvé très pertinent, en fait, le choix de la Fédération de la propreté de parier, de miser sur la formation digitale. Donc en fait, c'était des tablettes qui étaient utilisées par les managers des agents et en fait, ça leur a permis de se former à leur métier avec le numérique. Et à travers cet outil, finalement, ils ont monté en compétence sur le digital. Ça a levé aussi beaucoup de freins et ils ont pratiqué au quotidien le numérique à travers cet outil. Et c'est aussi une première marche qui peut donner envie, qui peut rapprocher les collaborateurs de différents métiers. Donc c'est vrai que je trouve ça vraiment important d'ouvrir le digital à tous les métiers et d'oser former tout le monde. Après, il faut bien le concevoir et s'adapter au public, mais voilà. Et c'est vrai que l'assessment, en post-pandémie, pour reprendre le sujet, on ne sait pas trop où en sont les gens. On a l'impression que c'est bon, ça roule, ils savent utiliser
les outils, tout se passe bien, ils sont en télétravail, ils sont contents. Attention, attention de savoir bien où en sont les gens et de bien les accompagner. Et je pense que la formation est aussi un moyen de créer du lien entre les gens, de renforcer le système d'appartenance aussi à une entreprise. On parle beaucoup de grandes démissions en ce moment. La formation est clairement un levier qu'on peut activer pour fidéliser les collaborateurs, pour les attirer. Donc c'est voilà, des éléments à prendre en compte. Donc maintenant, c'est à Clément de nous présenter l'étude. Alors là, on va se retourner du côté des apprenants. Exactement, on va vous parler des besoins des apprenants et de l'évolution des pratiques, puisqu'on a mené une étude suite au Covid, en se disant que c'était intéressant d'aller voir ce que pensent les apprenants. Et peut-être juste avant, une introduction sur Edflex, pour ceux qui ne connaîtraient pas Edflex. C'est une start-up que j'ai cofondée, qui a vraiment vocation de développer tout ce qui est Open Education. Au-delà du concept, je vais plutôt vous raconter l'histoire de la création d'Edflex. En fait, moi, j'ai travaillé dans une grande entreprise à la fin de mes études. Et en travaillant dans cette grande entreprise, je me suis rendu compte que c'était difficile d'avoir accès au contenu de formation, le LMS. Je pense que beaucoup des salariés en sont témoins. Vous êtes peut-être les témoins de ça aussi au quotidien. Et moi, je voulais, au-delà de mes compétences en communication, puisque c'était le master que j'avais fait, je voulais vraiment pouvoir développer des compétences sur la prise de parole, sur l'entrepreneuriat, parce que c'était des passions que j'avais. Et je ne trouvais rien dans l'entreprise, ni contenu, ni LMS. Mon manager ne savait pas comment me rediriger vers les bons contenus. Et du coup, avec deux copains à l'époque, on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Peut-être qu'on pourrait aller s'appuyer sur l'open source. Donc, c'est les vidéos YouTube, les articles, les podcasts, les cours en ligne, les webinaires, bref, toutes les ressources qu'on consomme au quotidien pour créer une solution qui aide les entreprises à pousser du contenu de qualité et du coup, développer ces logiques d'open education. Donc ça, c'est l'histoire d'Edflex. Donc depuis, c'est assez bien développé. Avec le Covid encore plus, tout s'est digitalisé, tout s'est ouvert. Et on a été mener une étude auprès de plus de 1000 personnes en 2021, donc à la rentrée 2021. Et cette étude, elle a été menée auprès de 1000 personnes de grandes entreprises. Donc on a ciblé des entreprises de plus de 500 salariés. On s'est associé à Made in Vote. Donc Made in Vote, c'est une méthodologie d'étude qui est intéressante puisqu'on a été chercher des internautes pour leur demander s'ils étaient prêts à témoigner. Alors il fallait qu'ils nous prouvent qu'ils travaillent dans des grandes entreprises, qu'ils passent du temps. Il y avait un questionnaire quanti, un questionnaire quali. Et comme vous pouvez le voir, ce qui est intéressant avec Made in Vote, contrairement à d'autres instituts de sondage, c'est qu'on a un panel représentatif. Et ce panel représentatif, on va le chercher de manière digitale, avec des tranches d'âge, avec des catégories socio-professionnelles, avec des typologies d'entreprises. On a toute l'étude. Et là, aujourd'hui, on voulait vous partager quelques chiffres et faire un focus sur les éléments qu'on peut en ressortir avant d'aller plus dans le détail si vous le souhaitez. Premier chiffre qu'on peut voir ici, c'est qu'on a seulement 58% des salariés des entreprises qui déclarent savoir où se situe l'offre de formation et comment y accéder. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on vit tous au quotidien. Nous-mêmes, quand on travaille avec des organisations, c'est souvent le sujet. Le salarié ne sait pas où se situe l'offre de formation. Donc partant de ce constat, il faut qu'on trouve les solutions, puisque si on laisse le salarié ne pas savoir où aller, on peut être sûr que son premier réflexe, c'est Google. Et donc là, on le perd complètement. Et c'est une problématique pour tous, si on ne veut pas que la fonction formation disparaisse, tout simplement dans quelques années. L'objectif, c'est d'aller justement pouvoir aider le collaborateur à trouver le contenu, le remettre dans le système en quelque sorte. Et on a un deuxième chiffre qui montre qu'au final, les salariés aujourd'hui, ils ont du mal à se dire que l'entreprise va leur apporter la meilleure formation possible. Alors là, on est à 34% qui déclarent que l'entreprise peut leur apporter la meilleure formation. Quand on va voir les jeunes générations, les moins de 30 ans, ce chiffre il monte à 70%. Donc on a un vrai enjeu de pouvoir proposer du contenu, de pouvoir marketer l'offre. Et c'est tout l'enjeu du moment pour avoir quelque chose de simple et quelque chose d'accessible pour tous. Le troisième chiffre, 82%. Donc celui-ci, il est intéressant et je pense qu'on le vit tous au quotidien. On doit être 82%, voire plus dans cette salle, à consommer au final déjà du contenu sur Internet, en open source. Sur les dernières semaines, j'imagine que vous avez peut-être été déjà au moins une fois sur YouTube chercher un contenu ou que quand vous avez eu besoin de lire un article ou d'en savoir plus sur un sujet, vous avez été sur Google pour chercher ce contenu. Donc c'est déjà dans les pratiques des salariés et ça, c'est le chiffre fort qu'il faut retenir de cette étude qu'on a menée.
auprès de collaborateurs d'entreprise, c'est qu'ils ont l'habitude de le faire, ils ont l'habitude d'aller consommer des vidéos, des podcasts, des articles, voire des cours en ligne. Donc c'est le moment de les mettre au cœur de l'entreprise pour ne pas tout recréer. C'est aussi un des constats qu'on fait. Il n'y a pas besoin parfois de tout recréer. Allons chercher le bon contenu, allons le mettre à disposition, classons-le par thématique, intégrons-le dans les bons outils, que ce soit le LMS, Teams, que ce soit Workplace, que ce soit ces outils que vous avez à disposition. Autre chiffre, on enchaîne sur les chiffres, il me semble que c'est le dernier ou l'avant-dernier, 21%. 21%, ce qui est intéressant ici, c'est qu'au final, les salariés nous disent qu'ils vont chercher du contenu par eux-mêmes, qu'ils vont consommer sur Google, sur YouTube et sur toutes ces plateformes. Donc ça a changé en termes de pratique. Mais surtout, ils nous disent à 21% que seuls, au final, 2 salariés sur 10 trouvent que c'est facile de trouver du contenu. Donc 21% des salariés trouvent ça facile. Et je pense en effet qu'on a tous vécu cette situation au quotidien, d'aller sur Google, de passer peut-être beaucoup de temps à trouver le bon contenu, de taper quand on est responsable formation par exemple, formation management, d'avoir 10 liens sponsorisés, d'aller à la 2e, à la 3e page, de ne pas savoir où est le bon contenu. Et donc ça c'est un vrai enjeu pour le salarié aussi, puisqu'il a l'habitude de se dire tiens, je vais aller essayer de proposer quelque chose à mon manager ou à mon entreprise. Donc il y a une vraie logique aujourd'hui de faire de la curation de contenu, donc d'aller faire gagner du temps au final aux responsables formation, aux responsables des ressources humaines, aux salariés eux-mêmes. Donc nous, chez Edflex, c'est ce qu'on fait, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, on passe beaucoup de temps. Alors j'ai une question à vous poser. À votre avis, combien de temps un salarié, si on va plus loin, passe par lui-même à chercher du contenu chaque mois sur Google ou ailleurs? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Sinon, ceux qui pensent à plus de 2 heures peuvent lever la main. Donc ça vous est tous déjà arrivé, donc c'est peut-être même plus de 5 heures. Non, c'est 1h30. C'est 1h30 aujourd'hui qu'on passe sur Google à aller chercher du contenu. Donc ça, c'est forcément quelque chose qui varie en fonction du contenu qu'on cherche, en fonction aussi des plateformes qu'on utilise. Et c'est un vrai enjeu, le gain de temps, parce que on perd tous du temps et on le voit. On a 80% des salariés qui disent perdre du temps. Et c'est assez nouveau puisque, au final, tout ce qui est formation open source, formation qu'on peut trouver par soi-même, c'est des choses qui n'existaient pas il y a 10 ans et on est en train de vivre une vraie révolution. Je pense que ce qu'on peut retenir aussi, et c'est le dernier chiffre, c'est que 50% des salariés, et ça c'est peut-être ce qui doit nous interpeller, 50% des salariés ne sont pas satisfaits de l'offre de formation. Alors si on voit le verre à moitié plein, ces 50% sont satisfaits, mais en tout cas c'est un vrai enjeu d'aller augmenter ça, parce qu'on le sait, on voit qu'il y a plein de nouvelles solutions sur ce salon, on voit qu'il y a plein de nouvelles innovations, le Covid a transformé beaucoup de choses, mais on doit aller encore un cran plus loin, puisque quand on regarde ce qu'ils nous disent, ils disent qu'ils veulent être plus libres dans leur choix. Alors on sait qu'on va devoir les guider, on ne peut pas laisser les salariés aller s'auto-former, l'objectif c'est d'aller les guider au mieux. On voit qu'ils disent vouloir plus de temps alloué à la formation, monter en compétences c'est devenu un vrai enjeu, et souvent on est dans un monde qui va tellement vite que personne n'a le temps de se former, en tout cas personne n'a le temps de vraiment prendre ce temps nécessaire, donc ils veulent du temps dédié. Des entreprises ont déjà mis à disposition des temps dédiés, des horaires dédiés, des jours dédiés. Il y a plein d'exemples qui existent. Et puis, ils nous disent vouloir plus d'autonomie aujourd'hui dans tout ce qui est formation. Et voilà, je voulais terminer sur une petite phrase, une petite question qu'on peut se poser, c'est si on changeait les choses. Donc, je pense qu'on doit le faire. Je pense que beaucoup d'entreprises l'ont compris. Et c'est un vrai enjeu pour le monde, le nouveau monde qui s'ouvre à nous, d'aller proposer justement du contenu pour éviter que les salariés, par eux-mêmes, c'est ce qu'on peut retenir, aillent chercher et aillent sur Google, et que le premier réflexe au final, ce soit d'aller sur Google plus que d'aller voir son service formation. Donc voilà, après on peut ouvrir le débat et je pense qu'on pourra en parler pendant des heures. Merci. Sans compter et vous pouvez scanner, si vous voulez découvrir toute l'étude, ce QR code, vous retrouvez sur notre stand les guides imprimés. C'est un guide qui est gratuit où on va beaucoup plus loin et il y a plein de verbatim, donc ça peut être intéressant. Merci. Sans compter que ce temps passé sur Google n'est pas comptabilisé en plus dans le temps de formation. Non, il n'est pas traqué. Ouais. Il n'est pas traqué, n'est pas comptabilisé. C'est l'enjeu du coup de pouvoir remettre Google au centre de l'organisation. Moi, ça me faisait penser à 2 points. Alors, du coup, par rapport à la recherche, enfin déjà, en tant que conceptrice ou ingénieur pédagogique, on va dire, comme nous, notre métier, c'est de concevoir une formation, je ferais le distinguo entre l'accès à un contenu
et la notion de formation, en fait. Déjà, ça c'est le premier point. Et après, sur la notion de rechercher, je pense qu'on va voir une évolution aussi prochainement parce qu'en fait, nous, enfin, je dis nous, on n'a pas tous le même âge. Moi, je me mets dans la, dans la barre haute. J'ai jamais été formée à la recherche sur Internet puisqu'Internet n'existait pas quand j'ai été formée en formation initiale. Aujourd'hui, ce que je constate, puisque j'ai des ados à la maison, c'est qu'eux sont formés en fait à la recherche sur Google, etc. Donc, je pense que à terme, les collaborateurs sauront aussi mieux chercher en fait, et trouver les contenus dont ils ont besoin. Donc ça, c'était le deuxième point. Et après, sur la notion de satisfaction, ça me faisait penser à une discussion que j'avais tout à l'heure avec Christophe Jeunesse, qui est chercheur à l'Université de Nanterre. Et on échangeait, parce qu'on se pose toujours la question de l'évaluation de la formation, qui est clé. Et de se dire, finalement, est-ce que la notion de satisfaction est importante? Alors là, ce n'est pas la satisfaction à l'issue de la formation, mais c'est la satisfaction par rapport à l'offre de formation. Et il me parlait d'une thèse en fait, qui avait été faite pour dire